Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre souveraineté énergétique, car le conflit au Moyen-Orient nous rappelle une fois de plus à quel point nous sommes dépendants d'énergies fossiles importées. Alors, de quel pays avons-nous le plus besoin, puis quels sont les risques pour notre économie? Réponse dans quelques instants. Et puis, quelles solutions pour reprendre le contrôle de notre souveraineté énergétique? Les énergies renouvelables sont une partie de la solution, mais comment bien soutenir leur développement? Reportage dans le Pas-de-Calais. Enfin, le défi ne pourra pas être relevé sans une électrification massive de notre pays. Comment justement le gestionnaire du réseau de transport RTE se prépare pour accompagner tous ces nouveaux usages? Réponse avec notre invité Thomas Véranque, membre du directoire de RTE. On a souvent dit que la sortie du pétrole était un impératif climatique. Aujourd'hui, la guerre au Moyen-Orient nous rappelle que c'est aussi un impératif économique. Bonjour Nicolas Goldberg. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé du cabinet Columbus Consulting. On voit depuis maintenant plusieurs semaines tous ces risques, et même moi, tous ces risques en cascade, cours des hydrocarbures qui s'affolent, les risques de pénurie de gaz ou de pétrole, des menaces sur le commerce mondial. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour notre économie, pour nos économies? Il y a évidemment. Ou est-ce que c'est passager? Il y a évidemment de quoi s'inquiéter. Et moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas passager. Des crises pétrolières, des crises gazières, on en a connu énormément. Et depuis 2018, on en connaît plusieurs. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, la guerre en Ukraine qui a affolé aussi le cours des énergies fossiles, ce qui a eu des conséquences économiques chez nous. Maintenant, il y a la guerre en Iran. Elle va s'arrêter à un moment, mais qu'est-ce qui va arriver après? On sera toujours dépendant des énergies fossiles et donc soumis aux aléas Et à géopolitiques. chaque fois, c'est un peu la même histoire, parce qu'encore une fois, guerre en Ukraine, guerre en Iran, à chaque fois, on se mesure à quel point on est dépendant de ces énergies fossiles. Et vous pouvez même remonter aux premières guerres du Golfe. Le premier choc pétrolier, c'était pas une guerre, mais il y a eu le deuxième choc pétrolier dans les années 80, c'était la guerre du Golfe. Et à chaque fois, effectivement, c'est la même histoire. Et donc, il faut apprendre que ces énergies fossiles nourrissent une dépendance qui est malsaine et qui peut causer des chocs de prix et affaiblir nos économies. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à se passer de ces énergies fossiles. Et l'énergie, c'est vrai, elle est au cœur de notre quotidien, de nos vies. C'est en ça que la géopolitique qui impacte le prix du gaz et du pétrole nous touche tous, à la fois citoyens, consommateurs, entreprises. Alors c'est vrai pour tous les vecteurs énergétiques, effectivement. En 2022, à la crise pétro-gazière s'est conjuguée une crise électrique, et c'est là qu'on a vu la place essentielle qu'occupait l'électricité dans nos vies, mais on est toujours très dépendant des énergies fossiles, du gaz principalement pour se chauffer et alimenter certains processus industriels, comme la chimie par exemple, et du pétrole pour se déplacer. Il y a un quasi-monopole aujourd'hui du pétrole pour se déplacer, que ce soit avec les véhicules individuels, les camions ou les avions ou les bateaux. Si on regarde notre mix énergétique en France, on dépend à 60% des énergies fossiles, donc pétrole et gaz. En Europe, c'est 70%, donc on n'est pas les pires de la classe. Oui, on est moins mauvais que les autres. Donc, mais effectivement, être premier d'une classe de cancre où personne n'a la moyenne, c'est pas forcément une grande réussite, et donc il faudra aller plus loin pour faire diminuer cette part des énergies fossiles, et c'est la seule part qui est vraiment importante dans notre mix énergétique. Quels sont les pays, de quel pays on dépend le plus en France en matière de pétrole, par exemple? Alors, ça peut changer, ça change de temps en temps, mais à date, les deux pays principalement fournisseurs de pétrole pour la France, ça va être les États-Unis, la Norvège, et ensuite vous avez le Kazakhstan et d'autres pays qui représentent des plus petites parts. Donc des fournisseurs qui ne viennent pas du Moyen-Orient. Alors, on s'approvisionne très peu à partir du Moyen-Orient, et pourtant on subit le risque prix en pétrole. Ce qui montre bien que la diversification des approvisionnements a ses limites. Et bien qu'on s'approvisionne de la Norvège et des États-Unis, on subit un choc de prix qui est dû à la guerre dans les pays du Golfe. Les Américains qui sont nos premiers fournisseurs donc en matière de pétrole et de gaz aussi. On est dans la main des Américains aujourd'hui, entre pétrole et gaz, en France et en Europe. C'est totalement le cas. Aujourd'hui, on est totalement dans la main non plus des Russes, mais des Américains. Non plus des Russes, mais des Américains. C'est là qu'on voit qu'on a basculé une dépendance vers une autre. Alors ensuite, c'est un petit peu différent, au sens où les entreprises pétro-gazières russes
sont principalement détenus par l'État, et donc il y a un chantage politique qui est beaucoup plus direct Bah oui. avec la Russie. Ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Toutefois, les États-Unis et Donald Trump peuvent appuyer sur certains leviers pour Bon, ça reste très nous théorique. contraindre. L'intérêt des Américains, c'est de nous vendre leur pétrole et leur gaz. Ça reste dans leur intérêt, mais il y a des mesures de rétorsion qui sont possibles avec les droits de douane, avec d'autres leviers qu'ils ont. Et accessoirement, c'est arrivé dans l'histoire que l'administration américaine interrompe certains contrats. Et d'ailleurs, c'est arrivé dans les énergies renouvelables. Donald Trump a interrompu les contrats dans de l'éolien offshore parce que il a estimé que l'Europe n'avait pas été très complaisante à son égard pour le Groenland. Donc il y a quand même des leviers que l'administration américaine peut utiliser pour des questions de sécurité. Deuxième fournisseur de pétrole en Europe, la Norvège. On se dit que c'est bien d'avoir des fournisseurs européens pour la France, pour notre souveraineté. Alors effectivement, la Norvège joue un rôle de sécurité d'approvisionnement pour l'Europe. Et c'est quand même bien d'avoir cette soupape-là. Toutefois, c'est un acteur unique qui ne fait pas de cadeaux sur les prix. Ah bon, c'est-à-dire quand les cours s'envolent et qu'on demande à la Norvège d'essayer d'être plus conciliante sur les prix de vente, c'est niet. Quand bien même la Norvège est un pays riche, il y a un marché pour eux, il faut suivre cette logique. Donc ça joue un rôle de sécurité d'approvisionnement, toutefois il est limité, parce que les ressources sont limitées, les capacités d'export aussi. Donc la Norvège fournit déjà énormément de gaz et de pétrole à l'Union européenne. C'est quasiment la moitié du gaz qui circule par gazoduc, c'est-à-dire dans les tuyaux. C'est difficile d'aller plus loin et ces ressources vont un jour s'épuiser. C'est vrai ça ? Les ressources sont en train de s'épuiser, pétrole et gaz en mer du Nord. Alors les énergies. Donc, on va toujours compter sur la Norvège pour nous fournir du pétrole. Les énergies fossiles s'épuisent. Ce sont des énergies qui se consomment. Et oui, en mer du Nord, les réserves commencent à baisser. Alors il y en a encore pour un temps, mais il faut pas compter dessus trop longtemps, sachant que cette transition prend un certain temps et qu'elle nous coûte un peu. Donc, il ne faudra pas compter dessus trop longtemps. Donc, sur le gaz et le pétrole, on est dans les mains de pays qui pourraient, du Golfe ou pas dans le Golfe, qui pourraient, encore une fois, réduire et couper le robinet. Donc, derrière, l'idée, c'est de sécuriser notre souveraineté énergétique. Mais comment on fait concrètement ? Alors, déjà, il y a deux questions. Alors, déjà, il y a deux questions. Mais ce qui est terrible et ce qu'il faut dire, c'est que quand bien même nos fournisseurs sont les États-Unis et la Norvège, on subit l'effet de prix de partout. Oui. C'est-à-dire que des incidents et des guerres dans le Golfe engendrent une énorme hausse des prix chez nous et pénalisent notre économie, pénalisent l'inflation. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à se désensibiliser du prix sur les énergies fossiles et donc pour ça de s'en passer. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait ? Oui. Eh bien, il faut appuyer sur tous les leviers. C'est-à-dire que vous avez plusieurs solutions pour vous passer des énergies fossiles. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça se fait certainement pas en un claquement de doigts, puisque derrière les énergies fossiles, il y a quand même tout un système, toutes des infrastructures qui ont été construites de longue date, au nom de la sécurité d'approvisionnement d'ailleurs. Et surtout, ça nécessite souvent de revoir des usages, revoir des habitudes, transformer nos infrastructures, transformer nos modes de consommation. Donc, ça prend un certain temps. Et est-ce que cette nouvelle crise énergétique, est-ce qu'elle va enfin provoquer un déclic ? Il faut l'espérer. Il faut espérer Parce qu'on a dit pareil au moment de la crise qui est toujours actuelle, au début de la guerre en Ukraine. On a dit pareil. On disait quand pareil. Le pétrole était à $140 le baril. Tout à fait, vous avez raison. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas la première fois qu'on dit qu'il faut s'adapter après un choc pétro-gazier. Dans les années 70, lors du premier choc pétrolier, la France produisait son électricité à partir de pétrole. Et donc, c'est là que le plan Mesmer, qui aboutit à la construction des centrales nucléaires, a été décidé. Alors, ça a été une bonne chose, mais c'était incomplet. On est resté quand même tributaire du gaz et du pétrole dans d'autres modes de fonctionnement, par exemple dans les transports. Donc là, on a un nouveau choc qui fait suite à celui de 2022. J'espère que l'effet de répétition nous montrera qu'effectivement, il y a urgence et qu'il
il faut apprendre. Il faut apprendre à se passer de tout ça. Il y a le plan du gouvernement actuel sur la sortie des énergies fossiles. Objectif, c'est de passer de notre dépendance, on l'a dit, de 60% aux énergies fossiles à 40% en 5 ans. Est-ce que les choses sont en train de bouger? C'est un vœu pieux, et comment est-ce qu'on fait, encore une fois, concrètement pour arriver à 40% en 5 ans? Ça paraît très ambitieux. Alors, passer de 60% d'énergie fossile à 40% d'énergie fossile en 5 ans, c'est très ambitieux, ouais. Effectivement, mais ça donne un bon cap. Et vous savez, dans la transition, le signal politique est très important. C'est-à-dire que si le politique dit, voilà, nous, on a cet objectif de réduire la part des énergies fossiles, vous avez des acteurs économiques, des acteurs de la société civile qui peuvent faire pression pour dire il va falloir tenir cet objectif et donc tirer dans le bon sens. Après, on se dit que c'est compliqué de changer les mentalités quand le prix de l'énergie, des énergies fossiles, le pétrole et gaz, quand les prix sont bas, ce qui était le cas avant de la guerre au Moyen-Orient. Et puis tout d'un coup, il y a la guerre, on se dit oh là là là, et puis après le pétrole va potentiellement rebaisser et on passera à autre chose. Vous savez, c'est le risque. C'est le risque. Personne ne peut prédire quel sera le prix des énergies fossiles l'année prochaine, dans 2 ans. Par contre, ce qu'on peut prédire, c'est que le prix des énergies fossiles est extrêmement volatile. C'est-à-dire qu'à un moment, il est bas, puis il peut remonter d'un coup. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'on se souviendra que si le prix à la pompe baisse, si le prix de votre chauffage au gaz ou au fioul baisse, eh ben, ça ne peut être que temporaire et que vous serez du coup tributaire des événements géopolitiques sur votre facture. Et ça, c'est pas très agréable quand même. Et dans un monde qui est de plus en plus instable, on le voit, on peut plus fermer les yeux sur cette dépendance énergétique qui est problématique. Effectivement, avant, il y avait ce côté sécurité d'approvisionnement. On va diversifier les fournisseurs et puis du coup, on sera tranquille et on aura un prix qui sera raisonnable. On voit les limites de tout ça, c'est-à-dire que vous êtes énormément dépendant de ce que font vos voisins. Vous savez, avant 2022, la France s'approvisionnait très peu en gaz à partir de la Russie. Pourtant, nos voisins le faisaient. Donc, quand la Russie coupait le robinet, on avait tous une compétition pour faire arriver les molécules de gaz chez nous, et donc ça a fait monter au plafond les prix en France, quand bien même la France s'approvisionnait peu à partir de la Russie. Donc, on voit qu'on a ces dépendances, on voit que même si on diversifie, on est très dépendant de ce que font nos voisins et des conflits qui peuvent intervenir dans des zones desquelles on ne s'approvisionne pourtant pas. D'où la nécessité de faire cette transition et de se rappeler que si les prix du gaz et du pétrole baissent un jour, eh ben, ça ne sera que temporaire et que ces énergies, elles sont très volatiles. Allez, merci à vous. Nicolas Goldberg, donc directeur associé du cabinet de conseil Columbus Consulting. Merci à vous. Merci. Alors, on vient de le voir, les énergies renouvelables ont un vrai rôle à jouer pour nous aider à garantir notre souveraineté énergétique. Mais comment bien accompagner leur développement? Reportage signé Emmanuel Lègre. C'est l'histoire d'un petit village dans l'Aisne de 355 habitants, la Vallée au Blé. Une commune paisible où depuis quelque temps souffle un vent de discorde. En cause, l'installation d'éoliennes. Quand elles sont arrivées, non, ça fait drôle. Des mâts qui surgissent le 100 mètres, tout ça. Oui, à côté des maisons, je fais comme bruyant. Dans la journée, sincèrement, t'entends rien, t'es en activité. Mais c'est la nuit quand il n'y a pas un bruit. Derrière ces machines, une fracture qui a longtemps opposé voisins, familles, parfois même amis. Il y a quelques années, c'était vraiment plus difficile au niveau... Le débat était plus difficile sur les éoliennes. Il y avait des pour, des contre, étaient tranchés. Aujourd'hui, je trouve que les discours sont plus raisonnables, plus apaisés. Et au cœur de cette histoire, un homme, le maire du village. Au début, les gens, ils étaient un peu, comme quand c'est nouveau, tu sais, on est sur... ça, ouais. Puis là, maintenant, bon, ça y est. Ça fait partie du paysage. Ça fait partie du paysage. Quand tous les éoliennes tournent, ça représenterait 28 000 personnes pour 12 éoliennes. On a donné un bon coup de main pour la planète, on a donné un bon coup de main pour notre commune, et ça, c'est quand même des belles réalisations que j'invite beaucoup de maires à faire. Pour permettre l'installation de ces éoliennes, le maire n'était pas seul. Derrière les réunions, les autorisations et les mois de négociations, un autre acteur a joué un rôle clé, Thomas. Pour sortir de terre, ça met environ une dizaine d'années en France. Celui-là, il a mis un petit peu plus longtemps, on doit être aux alentours de 12 ans. Mais ouais, ça reste une fierté, ça reste une victoire et un long travail. Aujourd'hui en France, l'éolien représente seulement 10% de l'électricité produite. Et pourtant, cette énergie pourrait être le remède à la crise.
La crise que l'on perçoit dans le Moyen-Orient nous montre et démontre notre vive dépendance aux énergies fossiles. 60% de notre énergie finale est d'origine fossile. Aujourd'hui, l'impasse, c'est 500 TWh fossiles importés. C'est en période de crise 122 milliards d'euros de coûts pour l'État. Il faut qu'on se tourne sur ce qu'on doit faire, à la fois électrifier nos usages, la mobilité, nos productions, notre chauffage. Et pour y parvenir, il va falloir se tourner vers des capacités de production électrique rapidement déployables, à bas coût. Et pour cela, les énergies renouvelables y répondent pleinement. Les renouvelables, c'est à la fois notre souveraineté énergétique et notre souveraineté économique. À la vallée au blé, les éoliennes ont longtemps divisé, avant de s'imposer dans le paysage. Et ce n'est sans doute qu'un début, car en France, leur production pourrait presque doubler d'ici 2030. Pour assurer notre souveraineté énergétique, la solution passe bien sûr par le recours aux énergies renouvelables, mais aussi par l'électrification. Thomas Vérinck, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Public Sénat, vous êtes le directeur général d'RTE. Ça fait un moment que vous tirez la sonnette d'alarme chez RTE sur le fait qu'il faut acquérir une souveraineté énergétique malgré les crises énergétiques répétées. C'est vrai. Le constat, nous l'avions déjà posé lors de la précédente crise, en 2022-2023. En fait, en France, on aime beaucoup se disputer sur la façon dont on produit notre électricité, avec le grand débat que vous connaissez, énergie nucléaire, énergie renouvelable. Mais dans le fond, on reste un pays qui consomme du pétrole et du gaz, quasiment 60% de l'énergie qu'on consomme. Voilà. Et vous d'ailleurs, vous avez des objectifs assez ambitieux en la matière. On est donc 60% d'énergie fossile. Vous plaidez pour un passage à 30% d'ici 2035. C'est encore plus ambitieux que ce que souhaite le gouvernement. Mais c'est difficile. Et pourtant, vous êtes optimiste. Au mois de février, dans votre dernier bilan, vous disiez que les conditions étaient réunies pour nous permettre durablement de réduire nos dépendances aux énergies fossiles. C'est quoi ces fameuses conditions qui sont réunies? Je ne les vois pas. Vous les voyez pas, mais en réalité, on a le brouillard de la guerre, je le vois pas là. On a une électricité en France qui est déjà abondante, donc on n'est pas dans la même situation qu'un certain nombre de nos voisins qui se demandent s'ils auront assez d'électricité pour faire à la fois de l'industrie, dans le chauffage, dans les transports. Donc cette électricité est abondante. L'année dernière, on a exporté plus d'électricité que n'en consomme un pays comme la Belgique. Donc ça veut dire qu'on en produit déjà assez. L'électricité qu'on produit est bas carbone, à 95%, elle vient du nucléaire et des énergies renouvelables, et cette électricité est produite dans des conditions qui sont compétitives par rapport aux voisins européens. Donc réduire la part des fossiles dans notre approvisionnement global en énergie, oui, c'est utile. C'est pas uniquement RTE qui le dit, c'est l'ensemble du consensus scientifique. Mais comment on fait concrètement pour réduire de moitié notre dépendance aux énergies fossiles en 9 ans? Déjà, ça paraît oui, alors déjà, c'est très bien qu'on en soit conscient, puisque lors de la précédente crise, on a quand même importé en 1 an pour 110 milliards d'euros de pétrole et de gaz. Donc en fait, c'est le budget de l'éducation nationale et des armées combinés. Donc ça, c'est 2022. En 2025, on a importé pour 53 milliards d'euros. Et c'était avant la crise du détroit d'Ormuz. Donc vous voyez qu'en fait, sortir de cette dépendance, c'est absolument nécessaire. La question, c'est de savoir à quel rythme on y arrive. Et pour y arriver, il faut y aller dans plusieurs directions. Dans les transports, où on consomme essentiellement du pétrole. Dans le bâtiment, où pour nous chauffer aujourd'hui, c'est principalement du gaz. Et dans l'industrie, on utilise également beaucoup de gaz. Justement, le gouvernement passe à la vitesse supérieure avec son plan d'électrification, enveloppe d'investissement qui double à 10 milliards sur 5 ans. Ça va dans la bonne direction, ça va pas assez loin? 10 milliards d'euros, bien évidemment que ça va dans la bonne direction. Ce sont des investissements qui sont importants, donc électrifier et décarboner de manière générale, ce sont des investissements. C'est vrai dans la production d'électricité, c'est vrai dans les réseaux, c'est vrai aussi dans tous les usages, les usages du quotidien, que ce soit dans l'industrie ou dans les logements. Donc ce sont des investissements. Mais ces investissements, ils donnent ce qu'on appelle un double dividende. Premièrement, ça permet d'être plus résilient. Donc là, on voit très bien les conséquences de nos imports d'énergie fossile en ce moment. On voit d'où ça vient et on voit que ça nous rend très sensibles à ce qui se passe dans l'ensemble de l'environnement international. Et puis, bien évidemment, ça permet de baisser nos émissions. Donc oui, ça va indubitablement dans la bonne direction.
Oui, et donc il y a deux aspects importants, transport et logement dans ce plan gouvernemental. Pour le logement, vous disiez, c'est acter la fin programmée du gaz dans les logements neufs avec l'interdiction des chaudières d'ici la fin de l'année. L'idée, on le comprend, c'est de mettre le paquet sur les pompes à chaleur. Là encore, c'est à la bonne vitesse. Ça va dans le bon sens, on le comprend, mais c'est à la bonne vitesse, à la bonne mesure. En réalité, ce qu'il faut, c'est le faire de manière progressive. On ne va pas sortir du chauffage dans le logement en un claquement de doigts. Donc, le fait d'augmenter progressivement l'effort pour passer de chaudière au fioul ou de chaudière au gaz à des pompes à chaleur, c'est quelque chose... Oui, alors dans le neuf, c'est déjà très largement engagé. Donc, la question qui va se produire, pour que le plan d'électrification produise des effets durables, ça implique aussi de traiter l'existant. Le neuf, c'est déjà beaucoup le cas dans les maisons individuelles et ce qui a été annoncé, c'est également de ne plus utiliser du gaz dans le logement collectif. Et pour les voitures électriques, mettre le paquet sur le leasing social destiné finalement aux gros rouleurs, les artisans, les infirmiers, là encore, c'est un bon signal qui est envoyé ? De toute façon, le fait qu'il y ait une politique d'électrification et qu'elle soit intégrée, c'est essentiel. Et donc, ça veut dire que l'électrification et de manière générale la décarbonation, ça n'est pas un ensemble de politiques spécifiques, certaines dans le secteur du bâtiment, certaines dans le secteur du transport. C'est un tout cohérent. Il faut qu'on augmente le transfert des fossiles vers l'électricité au même rythme que l'on augmente la production d'électricité et c'est ce qu'on va réussir à faire. Mais ce qui me semble important de toujours garder en tête, c'est que quand on va, par exemple, utiliser plus de pompes à chaleur, la consommation d'électricité va augmenter un petit peu. Mais la consommation d'énergie fossile va diminuer beaucoup parce que les pompes à chaleur, ce sont des installations qui sont extrêmement efficaces. Et c'est la même chose pour un véhicule électrique. Ça consomme moins d'électricité que ça ne consomme de carburant fossile. La PPE3, je ne suis pas un expert, mais c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, prévoit davantage de nucléaire et moins d'énergie renouvelable qu'initialement envisagé. Vous en pensez quoi ? Est-ce que ce n'est pas quand même souhaitable qu'il y ait plus de renouvelables ? En fait, je ne le dirais pas comme ça. Il y aura à la fois beaucoup de nucléaire et beaucoup de renouvelables dans la future PPE. Le nucléaire produira des effets, la relance du nucléaire, c'est-à-dire la construction de nouveaux réacteurs, produira des effets plutôt à la fin de la décennie 2030, tandis que les nouvelles installations renouvelables peuvent s'installer plus rapidement. Et ça veut dire qu'en proportion, dans le mix, il y aura un peu plus de nucléaire, un peu plus de renouvelables, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore 70% de notre électricité qui est nucléaire. Est-ce que notre réseau électrique, il est adapté pour supporter tous ces changements et tous ces nouveaux besoins qu'il faudra couvrir avec l'explosion du numérique, des plateformes, les data centers, les voitures électriques? Ou est-ce qu'il faut redimensionner? On a un système qui est vieillissant. Le réseau actuel, il date du XXe siècle. On se dit qu'il a été pensé pour une France dans laquelle l'électricité était beaucoup moins omniprésente qu'aujourd'hui. Alors, votre question arrive à un moment qui est important pour nous puisqu'on sort d'un grand débat public sur le réseau. Donc, notre réseau est capable aujourd'hui d'alimenter les nouvelles consommations, donc il n'y a pas d'inquiétude pour les années qui viennent, mais il va falloir également, effectivement, le moderniser parce que certaines infrastructures sont anciennes, on en a même sur notre réseau qui ont plus de 100 ans. À horizon 2030, 2040, 2050 Oui, par exemple, la modernisation de notre réseau aérien, c'est un plan qui va s'échelonner de maintenant à 2060. Vous voyez que sur le réseau, on est vraiment dans l'univers du temps long et des grands programmes d'équipement. Donc, moderniser le réseau pour faire en sorte qu'il soit plus résilient, y compris par rapport aux phénomènes météorologiques et à l'évolution du climat. Ça veut dire quoi, moderniser? C'est quoi? C'est changer les pylônes? C'est exactement ça, changer les pylônes, donc les pylônes changer les câbles, voilà. Faire en sorte que vos câbles ne chauffent pas trop lorsqu'il y a une canicule, faire en sorte que les postes électriques que vous pouvez voir quand vous prenez le train ou la voiture, qui sont des sortes d'aiguillages, on les enlève des zones qui sont inondables. Vous voyez, moderniser le réseau, c'est tout ça. C'est donc l'adapter au climat du XXIe siècle. Et puis adapter cette infrastructure à une France plus électrique et moins fossile. Vous avez aujourd'hui dans certaines grandes zones industrielles
des zones qui ont été construites autour des imports d'hydrocarbures, aujourd'hui, il faut adapter ces zones à plus de consommation d'électricité, et c'est ce qu'on fait dans les grands bassins industriels. Il y a un plan de transformation à horizon 2040 d'RTE. C'est des milliards, j'imagine, qui sont en jeu d'investissement. Ce sont bien évidemment des milliards. Aujourd'hui, on a investi l'année dernière plus de 3 milliards d'euros, et ce sera 4 milliards cette année. Donc on augmente nos investissements. Ces investissements sont là pour des dizaines et des dizaines d'années. Et encore une fois, je pense qu'on est dans une bonne situation dans la mesure où on arrive à faire à la fois des investissements qui sont des investissements de modernisation et des investissements d'électrification. Donc on fait d'une pierre deux coups. Vous avez identifié des zones prioritaires en France qui vont avoir besoin d'électrification massive, certains endroits du territoire, plus que d'autres? Oui, alors tout le travail qui a été fait avec les grands acteurs du territoire et lors du débat public, ça nous a conduit à identifier un certain nombre de zones prioritaires. Et je parlais tout à l'heure des zones d'électrification, les grands ports par exemple, sont des zones qui, au cours du XXe siècle, ont été faites pour importer du charbon et du pétrole. Aujourd'hui, les consommateurs qui y vont, les nouvelles usines pour produire des batteries, pour des grands data centers, pour réindustrialiser, ont besoin de plus d'électricité. Donc ces zones font partie des priorités. Ce ne sont pas les seules, puisqu'on a également d'autres endroits sur le territoire qui nécessitent des investissements significatifs. La demande en électricité est inférieure de 6%, je parle sous votre contrôle, par rapport à l'ère pré-Covid. C'est-à-dire que les Français consomment moins d'électricité et en même temps on parle d'électrification massive. Oui, alors il n'y a pas une contradiction? Non, mais ça peut surprendre, mais en réalité, le fait que les Français consomment moins d'électricité, c'est plutôt une bonne chose parce que ça montre que les plans de sobriété ont bien fonctionné au cours des dernières années. Donc, on ne va pas se dire, parce qu'il faut électrifier, que c'est pas bien d'avoir fait des économies d'énergie, notamment lors de la précédente crise de 2022-2023. En 2022-2023, on avait à la fois le problème que vous connaissez de la guerre menée par la Russie en Ukraine, donc avec un prix du gaz qui augmente, mais aussi une sécheresse, donc moins de production hydraulique, et enfin des réacteurs nucléaires qui étaient à l'arrêt pour des problèmes de corrosion. À ce moment-là, un grand plan a été lancé pour la sobriété. Ce plan a fonctionné. Donc ça, c'est plutôt... Donc c'est pas un désamour des Français pour l'électricité, c'est juste une consommation plus raisonnable. C'est une consommation qui a baissé. Il y a aussi un phénomène plus structurel, mais qui s'étale sur 20-30 ans, qui sont les économies d'énergie et aussi, il faut bien le dire quand même, la désindustrialisation de notre pays. Ouais. Donc ça, ce sont des tendances longues. Aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de transférer des fossiles vers l'électricité. Et donc, ça veut dire qu'on reste dans une dynamique d'utilisation efficace de l'énergie. Tout ça, il n'y a pas de retour arrière. Thomas Vérinck, en quoi ce changement de modèle, le fait d'électrifier à grande échelle la France, en quoi c'est gagnant pour notre économie à long terme et aussi le porte-monnaie des Français? Regardez, aujourd'hui, de qui dépend l'énergie que nous consommons. Oui. On l'a dit au début, vous m'avez posé la question. Quasiment 60% de l'énergie qu'on consomme est fossile. Importée. Une partie venait de la Russie, une partie vient toujours du Moyen-Orient. Les États-Unis deviennent un grand fournisseur d'énergie à l'Europe et Pétrole à la France. Et gaz. Vous préférez qu'on produise cette électricité en France avec des coûts fixes, dans des conditions qu'on connaît, ou qu'on continue d'importer massivement de l'énergie. Donc c'est la question de la souveraineté énergétique. C'est la question de la souveraineté, de manière générale. Et quand on est dans une crise comme celle du détroit d'Ormuz, c'est aussi une question économique. Merci pour cet entretien avec vous, Thomas Vérinck, directeur général de RTE. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable, émission tournée depuis le bivouac de L'Oréal France. Pourvu que ça dure, c'est aussi du replay sur Public Sénat. À très vite.